Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième journée de la scène liquide. On a passé hier une journée très passionnante et celle d'aujourd'hui s'annonce encore plus intéressante. Une journée avec beaucoup de vin. On va parler tout de suite de vin bio. Je ne vous dis pas encore tout, mais on va parler de vin bio. Tout à l'heure, on aura Claudia de chez Vini Mariani qui viendra nous parler de vin italien. On va avoir Patrick Ness de Wine Factory qui va nous parler de vin naturel belge. Après la pause cet après-midi, on aura un débat avec Isabelle Perrault, avec Marie-Ève Lacasse de Libération pour parler on va le dire comme ça, du MeToo du vin, en tout cas des violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin. On recevra après les copains des vins des potes. Et puis ça sera tout pour le vin. On passera du whisky avec le domaine des Hauts-de-Glace et Frédéric Revol. Et on finira la journée avec Didier Vandenbroek, le bartender de Dogma à Anvers, qui va vous faire secouer vos chaussettes, je vous le dis. Venez à 16h45 et il va nous faire 3 cocktails. Ça va être magnifique. Mais tout de suite, maintenant, pour parler de bio, je vous demande d'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît, Alessandra Fotorino et Laure Verdeau. On les applaudit, s'il vous plaît. Laure, tu es directrice de l'agence bio. Tout à fait. Là-bas, on va en parler tout de suite. Et Alessandra, je ne vais pas y arriver, donc je vais te laisser le dire. D'abord, tu es autrice de ce livre qui est là. Oui, je suis co-autrice de In Vino Femina. Qui va être notre livre de la journée, en fait. Ça va être notre symbole de toute la journée. Tu es formatrice aussi. Oui, notamment à l'école du 22 à Montreuil. Ok. On est aujourd'hui ici pour parler du vin bio. Il y en a un qui est là avec les formidables Giacchino de Savoie, qu'on va goûter aussi. Avant qu'on passe à cette dégustation, avant qu'on goûte le vin, pourquoi on est là pour parler du bio? En fait, Laure, de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce qu'on est ici ce matin pour parler de ça? Parce qu'il y a besoin d'expliquer mieux ce que c'est que le bio dans le vin? Pour ne pas déguster idiot. C'est-à-dire qu'actuellement, on a, nous, la France, une excellence agricole et viticole, et on est le premier vignoble bio d'Europe. Donc on est des champions. Sauf que si derrière, on a des consommateurs qui se disent non, mais moi, mon critère, c'est pas le bio, c'est si c'est bon ou pas, on passe à côté de la transition écologique dont on a besoin. Pourquoi? Parce qu'un vin bio, en ce moment, on se rend compte qu'il y a une espèce d'ignorance croissante sur ce qu'est le label bio. Et ça nourrit une espèce de défiance. Et moi, je me retrouve souvent, d'ailleurs dans les allées de ce salon, avec des gens qui me disent « Non, mais moi, c'est pas mon critère ». Donc, l'occasion, aujourd'hui, dans ces salles liquides, c'est de, à la fois, réconcilier ces critères éthiques, environnementaux, d'avoir une consommation qui est responsable, pas forcément au niveau de la quantité ingérée, mais pour l'environnement, et avec l'expérience sensorielle. Donc, normalement, si on fait bien le taf, à l'issue de cette scène liquide, vous ressortez avec un package, le Survival Kit, pour savoir ce qu'est un vin bio. On va se remettre les idées au clair parce qu'on voit beaucoup de gens beaucoup trop embrouillés qui me disent « Tiens, je t'ai emmené du vin bio, sauf que c'est du sans sulfite. » Rien à voir. Ou c'est de la biodynamie, moi le bio, j'y crois pas trop. Ah, il y a un vrai problème, parce que tout ce qui est biodynamique est forcément bio. Et donc, Alessandra, ça va être, et sa BD, on lui rend hommage à l'agence, puisque c'est un fantastique outil de pédagogie. Actuellement, on a une ignorance croissante sur ce qu'est le label bio. Donc, petit rappel, le label bio, ça fait depuis 1991 que c'est un cahier des charges européen. C'est 300 pages de règlement. C'est vraiment le diplôme d'État de la transition agroécologique. Donc, quand vous allez faire un jogging dans les champs, dans les vignobles, et que vous vous dites, tiens, je me demande si c'est traité ou pas, vous êtes sensible à quoi? Au fait que les pesticides de synthèse, c'est le genre de substance qu'on n'a pas envie d'avoir dans les poumons quand on court dans les vignobles. Eh bien, le bio s'engage à produire 100 pesticides de synthèse. C'est-à-dire qu'actuellement en Europe, il y a 450 substances chimiques autorisées. Le bio ne produit qu'avec 50. Donc ça veut dire que c'est un travail de geek d'agronomie pour pouvoir produire un produit de qualité en se privant de tout l'arsenal de chimie synthétique. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et puis surtout, on a vu beaucoup de maladies professionnelles chez les viticulteurs, notamment dans le Bordelais. On a beaucoup de viticulteurs qui ont envie d'embrasser le bio parce qu'ils en ont assez de traités, ils veulent avoir une autre qualité de vie. Donc c'est pour ça que ces viticulteurs qui font le choix du bio, il faut les soutenir. Sauf que vous allez me répondre, en bon visiteur du salon omnivore, oui, mais si le vin, il sent le foin, ça ne va pas être possible. Et donc, l'objectif, là, c'est à la fois de se mettre les idées au clair avec Alessandra sur les différentes allégations que vous allez trouver sur une bouteille, le bio, le biodynamie, le vegan, le sans sulfite, mais aussi d'essayer de mettre en mots sensoriellement le goût du vin bio.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se pourrait qu'il y ait un goût du vin bio. Il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Gergeau, qui est en binôme avec Magali Delmas, qui est une chercheuse donc, à Berkeley, à l'université de Berkeley en Californie. Lui est à Reims. Ils ont fait une étude où ils ont pris toutes les notes de tous les vins dans le monde qui étaient dans le Parker, dans la revue des vins de France, dans le Wine Factor, tout ce qui indexe les vins. Ils ont croisé ça avec la liste des vins certifiés en bio. Et ils ont regardé les notes. Eh bien, croyez-le, il y a 14 points d'écart entre un vin bio et un vin non bio. C'est-à-dire que, théoriquement, les vins bio ont meilleur goût si on en croit ces deux chercheurs qu'ils ont reconnus. Donc j'arrête sur le théorique et on va passer sur l'expérience et le pratique. Alors Alessandra, comment est-ce qu'on repart avec les idées plus au clair sur les différents labels du bio qu'on a sur l'étiquette ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le consommateur, c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Il y a bio, il y a biodynamie, il y a HVE, il y a sans sulfite, vegan. Donc c'est assez complexe. Déjà, on va parler des labels, enfin pour moi les plus importants, c'est bio déjà et biodynamie. Ensuite, comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui est vin sans sulfite ou vin vegan, ça ne veut absolument pas dire que c'est bio. On peut tout à fait faire du vin avec beaucoup de produits chimiques et juste on va enlever les sulfites. Donc ça déjà, il faut s'enlever dans la tête qu'un vin vegan est forcément bio. De la même manière qu'un vin sans sulfite, c'est très bien, mais on peut aussi ajouter des produits. Donc le vegan, ça veut dire pas de produits animaux dedans, ça peut être la colle de poisson, des choses comme ça, mais on peut quand même mettre d'autres produits. Donc ça, c'est à mettre d'un certain côté. Et ensuite, il y a tout ce qui est bio. Alors le bio, c'est en effet, ça part aussi du respect de l'environnement. Il n'y aura pas de produits chimiques de synthèse et ça, c'est très important. Pour moi, c'est la base aujourd'hui, c'est la base du respect, en tout cas, de l'environnement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la vigne. Ça garantit aussi aux consommateurs donc, un respect du terroir, un respect de l'outil végétal, un respect de la plante. Aussi, en vinification, ça garantit beaucoup moins d'additifs, très peu d'additifs et des additifs toujours d'origine naturelle, en tout cas, ou végétale. Agricole. Donc ça garantit quand même beaucoup de choses. Ça garantit aussi un respect des humains et du consommateur, c'est-à-dire qu'in fine, vous allez quand même boire des vins qui sont plus vivants. Pour moi, c'est très important de pouvoir dire un peu plus vivant. Donc ça, c'est vraiment la base du bio. Alors ensuite, il y a la biodynamie, donc, ce qui est plus connu avec le label aussi Déméter. Ça peut perdre un petit peu les gens. Déjà, il faut savoir que pour être en biodynamie, le travail est bio aussi de base. C'est simplement qu'il va y avoir un travail du sol qui est plus particulier, il va y avoir plus de connaissances à travers les astres, ce qu'on appelle le calendrier lunaire. Donc c'est issu des connaissances un peu anthroposophiques de Rudolf Steiner. Et on va vraiment se baser sur fortifier le sol et se baser sur les astres. Donc il y a des jours fruits, des jours fleurs, donc c'est un peu compliqué parfois. Mais voilà, ça va aller un petit peu plus loin. Et quand on va en bio et en biodynamie, on abaisse aussi le niveau des sulfites. Donc ça, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire qu'en biodynamie, il n'y a pas de sulfite. Il y en a, mais beaucoup moins. Et ensuite, vous avez les vins naturels. Alors, les vins naturels, c'est des vins qui sont à minima bio. On peut tout à fait être un vin naturel, pas être en biodynamie. Mais bio, c'est l'obligation. C'est vraiment la base. Et ensuite, naturel, ça veut dire vraiment pas d'intrants, même d'additifs. On refuse tout ce qui est intrants, additifs et sulfites. On tolère une petite partie de sulfite pour protéger le vin. Mais voilà, donc c'est quand même 3 labels un peu différents, mais qui se retrouvent sur une base commune. C'est pas de produits phytosanitaires chimiques à la vigne, pas de produits de synthèse. Et ça, c'est hyper important. Alessandra, il y a un point, j'ai fait moi-même l'erreur quand on a préparé cette scène. Bio, c'est la vigne seulement. En tout cas, c'est l'image qu'on en a. Bio, ça veut aussi dire qu'au chai, et le travail qui se fait après, là aussi, il y a des règles, il y a des normes. Ça veut dire quoi, en fait, un vin bio de ce point de vue-là, du point de vue du chai, du travail du technique du vigneron après? Bien sûr. Alors, en fait, il y a, du coup, au niveau du chai, il va y avoir une vinification qui est plus naturelle. C'est-à-dire qui est non interventionniste, en tout cas beaucoup moins interventionniste qu'un autre type de culture dont je ne vais pas forcément parler là. Mais on va vraiment respecter le raisin tel qu'il est. On va essayer déjà de ramasser le raisin à sa meilleure qualité possible. Plus on ramasse un raisin de qualité, moins il y a besoin d'intervenir au chai. C'est là tout le défi aussi. Donc, ça veut dire utiliser les levures, par exemple, indigènes, c'est-à-dire les levures qui sont propres au raisin, qui se déposent naturellement sur le raisin. C'est grâce à ces petites levures-là que le vin va pouvoir se transformer, qu'il y aura la fermentation alcoolique. Et il faut savoir, on en parle peu, mais il y a eu pas mal de bouquins qui ont été là-dessus, il y a un goût des levures. Donc quand on achète des levures, c'est-à-dire que exogènes, ça va ramener un goût différent, ce qui n'est pas le cas
dans la grande majorité des cas, des vins bio et biodynamiques, c'est des levures indigènes, c'est des levures qui sont propres au raisin. Donc après, la vinification, elle va se faire avec... il n'y aura pas de produits chimiques ni de synthèse qui peuvent être utilisés au contraire dans un autre type de culture. L'idée, c'est vraiment de reconnecter avec le terroir. Le bio, c'est pas seulement ce qu'on disait là, et c'est pour ça qu'on va le montrer. Il y a une influence sur le goût, parce qu'on retrouve en fait le vrai goût de la terre et pas des choses apportées de l'extérieur. C'est ça. En fait, le bio et tous les labels qui sont dans ce sens-là, ça doit quand même traduire le terroir. L'idée, c'est de vous proposer à vous des vins qui ressemblent à la tronche du vigneron ou de la vigneronne, quoi, et qui ressemblent aussi au terroir d'où ils viennent. Et ça, c'est hyper important. Si vous avez un super terroir calcaire et que votre vin a été tellement trafiqué que finalement, il a le goût de tout sauf d'un sol avec de la fraîcheur, un côté calcaire, c'est qu'il y a une main humaine qui va s'occuper de transformer votre vin. Et c'est vraiment pas l'idée. Donc l'idée du bio, c'est au contraire d'essayer de retranscrire au maximum possible. Alors je vais utiliser un mot galvaudé qui pas forcément le bon mot, mais qu'on peut quand même utiliser, c'est le mot minéralité. C'est-à-dire qu'on va vraiment puiser dans le sol, les racines, je vulgarise un petit peu volontairement, mais les racines vont descendre plus profondément pour apporter un peu plus de minéralité, le goût du sol. Alors la minéralité n'est pas prouvée scientifiquement, d'où l'importance de goûter et de faire son propre avis. Moi j'y crois, c'est personnel en tout cas. Quand on entend ça, pardon Laure, justement, quand on entend ça, on entend l'introduction que tu as faite, vraiment, comment ça se fait qu'il y ait autant de préjugés? On voit que c'est un débat, je veux dire, il y a vraiment un débat sur le bio, oui, allez, mais c'est pas assez, mais c'est pas comme il faut, alors qu'on entend bien, tout ça, c'est positif, ça n'est que positif. D'où viennent ces préjugés, ces méconnaissances? Comment tu analyses ça? Alors, il faut toujours regarder qui est le locuteur. Quand on dit que le bio, c'est pas le top. Alors, effectivement, le bio n'a jamais prétendu être une auréole de sainteté et être parfait. Mais à l'heure qu'il est, et je parle sous la caution des chercheurs l'INRAE, en matière de biodiversité, en matière de garantie pour le consommateur, parce qu'effectivement, c'est contrôlé dans la vigne, mais aussi dans le chai, et c'est contrôlé plus d'une fois par an, je n'en connais pas de pire, mais on n'en connaît pas de meilleur. Donc le bio, en ce moment, est effectivement décrié peut-être c'est parce qu'il y a une trop grande ignorance sur ce que promet le bio et que souvent on lui reproche de ne pas faire ce qu'il n'a pas promis. Donc il y a effectivement un vrai sujet de défiance. Nous, on le voit dans nos études consommateurs. Et ce serait dramatique si cette défiance faisait chuter les ventes, puisque ça voudrait dire que les agriculteurs qui, veulent passer en bio ne pourraient pas le faire. Et donc, avant qu'on passe aux travaux pratiques et que tu nous parles de ton illustration, il y a peut-être une chose qu'on a intérêt à avoir tous en tête, qui est que sur ces vins-là, vous avez donc effectivement le refeuille et le label. Donc, on a un vin qui assume d'être bio. Mais moi, ce qui m'a frappé quand j'ai pris mon poste, c'est qu'énormément, notamment de grands crus, sont bio, mais ne le disent pas. Ils considèrent que le bio, en fait, ça va sans dire. Et nous, on pense que ça va mieux en le disant. Donc, c'est hyper important d'avoir en tête que souvent, on vous emmène des vins en vous disant que c'est bio, mais que ce n'est pas garanti. Moi, en tant que cliente consommatrice, je suis toujours un peu embêtée, chiffonnée quand je n'ai pas le label qui me prouve que je paye pour un bienfait environnemental. Mais de plus en plus, on a, et je pense que tu as des noms en tête, des vignerons qui ne le disent pas forcément. Donc, le bio est limite caché et implicite. Qui ne le disent pas, ces vignerons. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est une image négative. Alors, tu as les deux. Alors déjà, je rebondis juste sur ce que disait Laure. Par exemple, il y a un domaine qui est extrêmement connu, c'est la Romanée Conti, qui est en biodynamie, qui a été en bio aussi. Et pourtant, c'est des vins qui traversent le monde et qui se portent très bien. Ils sont un poil chers, c'est vrai. Mais en tout cas, ils voyagent bien et ils sont travaillés de cette manière-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de domaines qui n'osent pas le dire parce qu'il y a des régions qui sont un peu plus frileuses. Parce que justement, les consommateurs de telle région, ça pourrait être Bordeaux par exemple, en ce qui concerne l'export ou d'autres choses, vont être un peu plus frileux sur le caractère bio. Justement, ils ont peur de ces odeurs qui puissent être particulières. Ce qui n'est pas d'ailleurs lié au bio, c'est plus lié à une vinification. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'enlever les a priori. Et puis après, il y a des domaines qui ont historiquement toujours travaillé en bio. Et ils se sont demandé pourquoi est-ce qu'on leur demandait de rentrer dans un label. Donc c'est aussi une question qu'on peut se poser. Notamment, je sais que pendant très longtemps, je crois que c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais les champagnes Célos n'étaient pas certifiés. Le Château Rayas n'était pas certifié aussi. Et pourtant, personne ne remet en question la qualité des vins. Jamais. À travers le monde, et personne ne remet en question le prix de leurs vins. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi avoir le discours du vigneron en face de soi, ou alors le discours du caviste, du professionnel du vin, qui va pouvoir expliquer aux consommateurs. D'où l'importance de pouvoir aller chez un caviste
de proximité, qui travaille justement plutôt intelligemment, avec un respect de l'environnement, et qui pourra vraiment vous expliquer le parcours du vin et du vigneron. Et de la vigneronne. Statistiquement, un vin bio, ça s'achète beaucoup plus chez un caviste que un vin lambda qui va être beaucoup plus vendu en grande distribution. Donc il y a un tropisme naturel de la vente directe au vignoble et aussi dans les cavistes. Ici, personne n'achète son vin dans la grande distribution, donc c'est pas un problème. Hier, on était avec les gens du CIVB, on a parlé justement de biodynamie à Bordeaux. Ils nous rappelaient qu'il y a aujourd'hui 25% des vins du Bordelais qui sont en bio. Tout ça, ça paraît comme des surprises. Et effectivement, en fait, c'est là, mais ça nous est pas toujours sensible. Je reviens quand même sur une petite chose. On a parlé de prix et j'ai envie de parler de prix et de coût. Parce que est-ce que le bio, c'est plus cher? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que le coût pour le vigneron est plus élevé quand il décide d'être en bio? Bien sûr, parce que humainement, il faut comprendre que c'est une viticulture qui va demander plus d'efforts humains. Vu qu'on part dans l'humain, on n'est pas en train de tout mécaniser et mettre de la chimie. Donc ça va demander un effort physique, une présence humaine plus importante. Donc il y aura peut-être un petit peu plus cher, mais on peut trouver énormément de vins en bio à 8-10 euros. Et ça, il faut vraiment le savoir pour le consommateur. Les vins bio ne coûtent pas tous 15 euros à la base. Moi, je peux m'éclater sur des vins bio qui coûtent 7-8 euros. Donc ça existe. Si vous allez, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du 22 à Montreuil où j'officie en tant que formatrice, mais dans d'autres caves indépendantes à Paris, vous trouverez en entrée des super vins bio dans les 8-10 euros. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est pas le bio n'est pas l'apanage d'une certaine clientèle. C'est quelque chose qui doit attirer tout type de personnes, qu'on s'y connaisse ou pas dans le vin. Voilà, c'est une base en fait. On pourrait dire dans l'autre sens en fait que ce sont les autres vins qui sont pas assez chers. Le vin, on ne veut jamais payer le travail des vignerons qui est énorme. Et puis on pourrait aussi dire qu'il n'y a pas de raison que les vins soient pas bio dans le fond. Si on regarde, si on retourne à l'inverse, c'est comme ça que je dirais ouais. Il n'y a pas de raison que les vins soient pas bio. Aujourd'hui, pour moi, je considère que c'est un non-sens de ne pas travailler en bio. Enfin, il suffit juste de regarder ce qui se passe déjà au niveau environnemental, climatique, comment ne pas travailler en bio. Et puis en tant qu'individu, moi j'ai besoin de savoir ce que je paye pour manger. Alors on n'a pas tous, c'est pas une question de gros moyens, on peut trouver des vins de copains, ce que j'appelle des vins de copains, c'est-à-dire des bons vins avec lesquels on va se faire plaisir sans être obligé de mettre 20 euros. Et si quelqu'un nous fait comprendre le contraire, c'est pas vrai. Mais c'est important aussi pour le consommateur qu'il puisse savoir un minimum ce qu'il boit. Pourquoi? Parce que c'est aussi une valeur pour lui d'être respecté par la personne qui va produire. Tu parlais tu évoquais l'écologie. Enfin, on a parlé hier justement aussi avec la biodynamie du changement climatique. Les vignes en bio, elles sont plus saines, elles sont plus résistantes. C'est aussi une réponse aux problèmes que les vignerons vont avoir aujourd'hui de vignes qui tiennent pas le coup, en gros, face à un climat qui les torture. Les vignes bio, elles sont plus solides, elles sont en meilleure santé. Alors elles sont plus solides parce qu'elles vont descendre plus loin et parce qu'elles sont pas dépendantes des produits chimiques. Donc ça, c'est hyper important. C'est un peu comme si on leur enlève les produits chimiques, elles sont en manque, donc ça va être un peu catastrophique. Après, c'est sûr que sur le dérèglement climatique, aujourd'hui, il y a beaucoup de portes à ouvrir. Le bio, c'est une des portes, mais c'est pas suffisant. Il va falloir aller beaucoup plus loin pour la compréhension des terroirs, comprendre pourquoi telles vignes ont de plus en plus de mal à pousser sur tel terroir. Le type des raisins aussi, ce qu'on appelle les cépages, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir. Est-ce qu'ils vont être capables de pousser avec le réchauffement climatique? Et donc après, on peut ouvrir plein de portes, notamment à l'hybridation, c'est-à-dire les cépages hybrides, des cépages qui ont été interdits après la Seconde Guerre mondiale. Si j'en parle maintenant, on est encore là dans 3 heures. je vais arrêter. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on doit pouvoir travailler en bio si on veut protéger à l'avenir ce qu'on va avoir de culture en France en termes de vignes. Sachant quand même que je rappelle qu'on est le deuxième plus gros utilisateur de pesticides dans le monde, c'est quand même énorme. Donc le bio, c'est une réponse et voilà. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail, Laure, à part ça. Alors, il y a surtout, la vigne est plutôt un secteur qui a dépassé les objectifs nationaux de bio, puisque nous, la France, on a comme objectif d'avoir 18% de surface en bio à horizon 2027. Et la vigne, elle est déjà à 21% bio. Donc on peut déjà être fier, c'est-à-dire qu'on a une grande nation de vin, mais aussi de vin bio. En revanche, et c'est tout l'objet de la présence de l'agence bio sur le salon Omnivore, c'est qu'il faut des débouchés. Alors, on peut effectivement exporter, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que les chefs font une place à leur carte aux produits bio. Et on a remarqué que le premier produit
que les chefs vont référencer en bio, c'est souvent le vin. Et donc il y a tout un enjeu à la fois que ce soit signalé sur le menu, sur la carte, qu'on ait des sommeliers, on ait un conseil en salle qui permette d'expliquer, et surtout que chacun ait bien en tête ce que garantit le label bio et ce qu'il ne promet pas. Effectivement, ça ne vous met pas à l'abri d'avoir un vin bouchonné en bio. Mais la question n'est pas là. Et donc actuellement, on a comme besoin essentiel que les sommeliers puissent se saisir de ce discours-là parce qu'ils sont un peu le fer de lance du bio dans les menus. Et qu'on remarque que des chefs qui commencent à être sensibilisés, mettre du vin bio au menu, l'expliquer, subtilement, ils vont faire ensuite leurs œufs maillots en bio. Et puis peut-être qu'ils vont passer quelques fruits et légumes, puis tout en bio. Et ainsi de suite. Et donc l'objectif, actuellement, il y a moins de 1% de bio dans les restaurants. C'est inacceptable. Il faut que les 170 000 restaurants deviennent des soutiens de nos agriculteurs bio. Et le vin, c'est le fer de lance de cette transition. C'est la porte d'entrée. Bon, bah alors là... alors, qu'est-ce qu'on boit ? On en a un, il est là. Oui, on boit quoi ? On boit c'est magnifique, la Savoie. Ouais. C'est Savoie de New Jura. Hein. Complètement. Oui, et puis c'est pas n'importe qui. Tu nous en parles des Giacchino ? Alors, c'est le domaine Giacchino. Donc, c'est un domaine qui existe depuis très longtemps en Savoie, du côté de Chaparéan. J'avais à cœur de mettre la Savoie parce que, déjà, j'aime profondément cette région, que c'est une région qui est sortie un petit peu, j'allais dire de terre, mais même si elle existait, où depuis une vingtaine d'années, on en parle de plus en plus pour des vins qualitatifs. Et c'est une région qu'on retrouve beaucoup chez nous, au 22 aussi. Alors, on est sur un blanc. Enfin, si certaines personnes en doutent, on peut en parler. Mais on est bien sur un blanc. Et on est sur un domaine justement qui travaille en bio. Donc l'agriculture bio, vous pouvez la retrouver sur les labels avec la petite feuille ou aussi le label AB. Quand on doute de ce que ça peut être. C'est des frangins donc, qui travaillent avec passion leur terroir et qui ont eu à cœur de faire ressortir des cépages autochtones. Les cépages autochtones, c'est des vieux cépages qui existaient depuis très longtemps, qu'on a abandonnés pour des cépages plus connus et plus communs. Et aujourd'hui, le travail en France de beaucoup de vigneronnes et de vignerons, c'est justement d'aller rechercher tous ces cépages qui étaient résistants, qui se trouvaient dans les régions, dans chaque région. Et c'est le cas de ce vin-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit sentir ? Déjà, on va tous mettre son nez dedans. Alors, je sais, vous avez des petits... des tout petits verres, mais ça va quand même bien se passer. Donc, mettez bien votre nez dedans. Voilà, alors déjà, juste rassurez-vous avec le vin, étant donné qu'on est tous différents, on ne va pas forcément ressentir les mêmes choses. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas tout en tête. Mais dans l'idée, ce vin-là, il va donner des notes un petit peu d'agrumes, justement des notes un peu de cailloux. C'est ce qu'il va rechercher parce qu'on est sur un terroir où il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de marnes. Et on va avoir un côté un petit peu presque iodé. Donc ça, c'est assez rigolo de ressentir des petites notes iodées dans du vin blanc. Comme s'il y avait une petite huître qui s'était glissée dedans. Alors une fois qu'on l'a senti, on va le goûter. Enfin, c'est mieux. Donc là, pour essayer d'illustrer un petit peu mon propos, c'est un vin qu'on a choisi avec l'équipe du 22 justement pour ça. Déjà, c'est très léger en alcool, donc vous pouvez finir votre petit pot. C'est 11 degrés d'alcool. Et on a quelque chose qui est assez pur. Quand je dis pur, ça veut tout et rien dire, mais quand on parle de vin bio et autres, il y a quelque chose qui est vraiment dans le respect du sol. On a un côté un peu sol en bouche, il y a un côté un peu salin, une petite salinité, un petit côté un peu, alors qu'on peut appeler piquant. Ce piquant que vous pouvez ressentir, c'est l'acidité. Et l'acidité, quand elle vient du sol, c'est la meilleure acidité possible. C'est justement ce qu'on va rechercher. C'est ça qui va donner un peu de fraîcheur dans le vin, un peu de peps. Et en général, cette traduction du sol, on ne peut pas l'avoir autrement qu'en bio, biodynamie ou autre culture respectueuse de l'environnement. Donc, est-ce que ça vous choque quand je dis ça, ce côté un peu tendu, vous le ressentez un petit peu ? Cette tension, ce côté un peu iodé, citronné ? Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, puis après, il y a une petite longueur en bouche aussi qui est agréable. C'est un peu tonique. Et donc, c'est un vin qui est fait avec beaucoup de traitement naturel, c'est-à-dire qu'il se fait un petit peu tout seul. C'est vrai que les vignerons aiment beaucoup dire ça. Plus vous ramassez un raisin sain, plus normalement vous n'avez pas à intervenir dans la cave, justement au chai, comme disait Payot tout à l'heure. Et juste pour vous préciser les cépages qui sont dans ce vin-là, vous avez de la jacquère. La jacquère, c'est un cépage typique de la Savoie, que je vous conseille de découvrir si vous ne connaissez pas. Vous avez de la mondeuse blanche, donc ça c'est pareil, c'est rare. On connaît beaucoup la mondeuse rouge,
Mais la blanche aussi, on peut en trouver en petit assemblage. Et vous avez aussi de la verdesse. Donc la verdesse, c'est encore un cépage que vous trouvez en Savoie. Donc là, vous êtes en train de déguster un vin de Savoie bio avec des cépages autochtones. Donc ça donne un petit peu l'idée de ce qu'on peut ressentir avec un vin bien travaillé. C'est un vin qui est cohérent, en fait. C'est ça, à la fin. On sent, on le goûte, on sait ce qu'il y a derrière, la terre, les hommes. Enfin, oui. Les hommes en l'occurrence, mais ça pourrait être des femmes, mais enfin, ceux qui ont lui Tout à fait. C'est ça que le bio nous apporte en premier. C'est la base, c'est la vie. Enfin, de toute façon, c'est ça que ça veut dire, bio. On est bien d'accord que oui, c'est ça. Et puis ce lien. C'est ce que je sais plus quel grand philosophe a dit, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, ça doit avoir la gueule du terroir et du vigneron. Là, c'est plutôt le cas. Parce que ça ressemble vraiment à son terroir, avec ses marnes, ce calcaire. Il y a une délicatesse, on n'est pas sur un vin qui est opulent, qui prend toute la place. Il y a quelque chose de plutôt harmonieux, avec une jolie aromatique. Et ça, il faut bien savoir quand même que plus votre sol va être vivant, plus votre vin va l'être. Plus vous allez bloquer le vin avec des pesticides ou des choses de synthèse, plus vous allez bloquer l'aromatique aussi. Et là, c'est la minute cuivre qui arrive toujours quand on parle de vin bio. Mais Alessandra, on dit beaucoup que le cuivre est utilisé par les bio et tue les sols. Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que honnêtement, oui, le cuivre, c'est pas génial, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que le cuivre est utilisé par toutes les cultures et que là, on en trouve le moins, c'est dans la culture bio, notamment biodynamique. On est à peu près 4 kilos par an, par hectare, donc c'est assez bas. Donc le cuivre, en général, il est vraiment utilisé en... J'aime pas forcément ce mot-là, mais en dose homéopathique, c'est-à-dire qu'on ne va pas le balancer comme ça à mauvais escient. Donc il y en a toujours un petit peu, mais à des doses minimales. C'est quoi l'intérêt du cuivre ? Parce qu'on ne s'en sert pas pour rien, c'est pas pour faire plaisir, il y a une raison. Pas du tout, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est aussi utilisé en biodynamie, et qu'il est difficilement, même en nature, c'est difficile de s'en passer, même si c'est le cas. Le cuivre, ça protège aussi le raisin, notamment des attaques de maladies. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mildiou en France qui ruinent complètement, qui sont capables de ruiner un vignoble entier. On voit ce qui se passe actuellement dans le sud-ouest, c'est assez dramatique. Donc ça va avoir un rôle de protecteur, tout simplement. Sachant que le cuivre, on est tous carencés. Vous pouvez voir des rayons entiers de compléments alimentaires de cuivre, donc c'est absolument pas toxique. Souvent, quand on parle de cuivre, ce sont des gens qui ont pour tropisme d'avoir beaucoup de vers de terre dans les sols, etc., et qui disent que le cuivre y nuit. Sauf qu'on sait qu'effectivement, c'est réglementairement encadré, pas plus de 4 kilos par an par habitant. Donc c'est drastique comme restriction. Et comme vous le savez tous maintenant que vous avez fait la masterclass bio, un agriculteur bio, il est contrôlé plus d'une fois par an. C'est-à-dire qu'il a son contrôle obligatoire par un des 10 organismes certificateurs agréés par l'État. C'est sérieux. Et ensuite, il a son contrôle surprise. Donc il va être obligé de rendre des comptes sur la quantité utilisée. Donc ça ne va pas être « ouais, je t'assure, crois-moi sur parole ». Ça va être vraiment contrôlé. C'est un peu comme le contrôle en bio, c'est comme une banque centrale qui garantit une monnaie. Et d'autres labels qui ne sont pas contrôlés, c'est un peu des crypto-monnaies, quoi. Si on parle de santé, il faut le redire, tu l'évoquais au tout début, l'état de santé des vignerons qui ne sont pas en bio et l'effet des pesticides sur la santé des vignerons et des vigneronnes est prouvé et absolument catastrophique. Donc le bio, c'est aussi pour sauver des gens. Là, tu as beaucoup de conversions en bio pour ça. Je crois que cet après-midi, tu as une masterclass avec Isabelle Perrault. Oui. J'avais parlé avec Bruno, donc son compagnon vigneron, qui m'expliquait tous les deux que lui, c'est dans les années 80, il a arrêté complètement le conventionnel parce qu'il a été complètement atteint par les produits chimiques. Et moi, j'ai rencontré énormément de vignerons anciens, justement, qui ont fait un passage, une conversion assez violente, d'ailleurs, très rapide, justement parce qu'ils ont été intoxiqués. Donc c'est pas. Après, je peux aller loin si vous regardez à Bordeaux ce qui s'est passé un moment dans le village de Prégnac avec des gamins qui ont commencé à avoir des maladies graves. Il suffisait juste d'aller autour et de regarder les vignes avec des produits phytosanitaires chimiques dangereux et qui provoquent des maladies. Donc c'est moche à dire, mais c'est un fait. Oui, on le voit. Quand on voit les vignes, on voit aussi. Souvent, il suffit quand on voit les vignes, on se balader. On sait comment c'est travaillé. Voilà. Mais c'est pour ça, juste pour conclure, d'une manière générale, si vous voulez avoir dans les champs un voisin qui est en bio, parce que le bio, souvent, on a mal à l'avoir comme voisin, il faut pas être schizophrène et ne pas acheter bio une fois que vous franchissez la porte du caviste. Il faut soutenir ceux que vous aimez avoir comme voisins, et donc, en l'occurrence, si c'est des bio, choisissez du vin bio, quoi.
Tu t'évoquais Isabelle Perrault, elle sera là avec Marie-Ève Lacasse, avec Louise Bouchin à 14h30. On parlera des VSS, c'est moche ce mot, mais on en parlera, les violences sexistes et sexuelles. Et c'est pour ça que tu as fait ce bouquin, il est là, on le trouve partout, à la librairie Gourmande évidemment et en librairie. Il dit beaucoup de choses et il raconte tout ton parcours et il faut le lire, absolument. Je trouve que c'est un des plus beaux témoignages sur le vin qui a été fait ces dernières années. Merci Péo. Et sur l'humanité, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est des personnes, le vin. Et on en parlera avec Isabelle tout à l'heure, mais ça aussi, la vie, c'est aussi le respect des gens et pas que de la terre. Et c'est aussi ce dont on a besoin quand on boit du vin. Laure Verdeau, Alessandra Fotorino, merci d'avoir été là. Je vous demande de les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît.